Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce soir à Necker Enfants Malades, dont je suis le directeur, je me présente, Vincent Necker. Je suis très heureux parce que, d'abord, ça se passe à Necker, et que c'est la deuxième session de Skinomix. Le Skinomix, c'est une très belle idée. Et je suis très fier que les premières sessions se passent dans cet hôpital. C'est une très belle idée parce que c'est une confrontation d'analyse, de réflexion sur les enjeux actuels qui se présentent devant nous, hospitaliers, et pas que devant nous, hospitaliers, devant les patients, devant d'autres professionnels de santé. Et je sais qu'ici, il n'y a pas que des hospitaliers. Il y a aussi des membres du ministère. Et c'est cette confrontation intellectuelle où on échange, où on approfondit certains points, où on pose des problématiques qui nous font du bien à l'esprit, d'abord, ce qui est important, et ensuite en utilisation concrète qui en découleront dans nos structures dans les mois et années à venir. Donc, ce soir, nous allons parler de chirurgie ambulatoire, qui est une innovation. On ne peut pas faire une innovation. C'est une action qui est largement engagée, mais qui mérite d'être renforcée, et pour laquelle les hôpitaux, comme vous le savez, ont parfois des réticences ou des retards, tous, sans exception. Même ici, à Necker Enfants Malades, même si nous avons pris à bras le corps ce sujet avec une nouvelle unité de chirurgie ambulatoire et que nous développons cette nouvelle façon de prendre en charge nos patients, qui répond à la fois à une demande des patients eux-mêmes, ne l'oublions jamais, et qui répond aussi à des enjeux médicaux, soignants et médico-économiques. Voilà, donc très belle session à vous tous, et je laisse immédiatement la parole à Lise Rochex. Merci. Merci beaucoup pour ces propos d'accueil. Il fait bon être à Necker aujourd'hui pour retrouver et aborder ce sujet que vous avez déjà introduit. Je serai très brève. Je remercierai d'abord les trois intervenants, les quatre intervenants, parce que donc on a quatre intervenants aujourd'hui. Donc vous présentez peut-être le programme très rapidement. Isabelle Hirslin, qui est donc maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne, et qui est membre du Centre d'économie de la Sorbonne. Les recherches d'Isabelle portent sur l'économie de la santé et la protection sociale. Et c'est vraiment au titre du travail qu'elle a mené à la Haute Autorité de Santé que j'ai souhaité qu'Isabelle nous rejoigne pour parler de ce rapport qui a été fait donc sur la chirurgie ambulatoire. Je voudrais aussi introduire Nathalie Fourcade, qui intervient aujourd'hui au titre de la DRES, sur la base d'un travail qui a été fait sur l'impact de la mise en place de la tarification incitative pour la chirurgie ambulatoire. Et donc je remercie aussi. Et donc, Catherine Buzan, qui présentera dans un troisième temps, avec M. Collorbe, le travail qui est en cours, en commun avec Hospinomix, sur le cancer de l'endomètre, sur lequel donc, on présentera un projet un petit peu spécifique. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à Isabelle. Nous avons souhaité que le temps soit vraiment compté pour les intervenants, de façon à ce qu'ils soient libres pour la salle et que vous ayez la possibilité de poser beaucoup de questions. Je pense que c'est très important qu'on soit aussi interactif que possible, d'où cette introduction extrêmement courte et le passage de témoin à Isabelle. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Donc je vais vous représenter très rapidement. Je suis Isabelle Hirslin, donc je suis revenue dans mon corps d'origine très récemment, mais avant je suis restée 4 ans détachée à la Haute Autorité de Santé, durant lequel j'ai travaillé dans le service d'évaluation économique et de santé publique, et pour lequel j'ai réalisé en fait 3 travaux sur la chirurgie ambulatoire, un rapport sur le socle des connaissances en chirurgie ambulatoire, qui comprenait un volet tarification, un rapport sur la tarification de la chirurgie ambulatoire, et ensuite un outil de micro-costing qui a été diffusé normalement à toutes les unités et tous les établissements. Donc je vais vous présenter très rapidement les travaux que nous avons conduits et un certain nombre de points de réflexion. Donc le point de départ du travail, ça a été effectivement une saisine de la Direction générale de l'offre de soins qui avait constaté que le taux de chirurgie ambulatoire en France était largement inférieur à celui des autres pays de l'OCDE,
et qui avait dans ce cadre-là, qui s'était fixé un taux cible de 50% de chirurgie, des actes de chirurgie pratiqués en chirurgie ambulatoire à l'horizon 2016, et donc a demandé, dans le cadre d'un programme commun entre la HAS et la NAP, un programme qui s'étendait de 2012 à 2015, de trouver des outils et faire un certain nombre de recommandations destinées à favoriser le développement de la chirurgie ambulatoire. Donc dans ce cadre-là, moi j'ai travaillé spécifiquement sur la question des incitations tarifaires et notamment, d'une part en analysant les incitations tarifaires en France et d'autre part en regardant quels étaient les principes incitatifs qui existaient à l'étranger pour voir si on pouvait éventuellement les utiliser. Alors quand nous avons commencé à travailler, on s'est aperçu assez vite que la question de la chirurgie ambulatoire avait été traitée pendant très longtemps comme une problématique un petit peu atypique au niveau de la tarification, puisqu'on considérait en général que tout ce qui était chirurgie ambulatoire faisait partie de ce qu'on appelle au niveau tarifaire des séjours courts et souvent des séjours outliers, c'est-à-dire des séjours qui n'entrent pas en fait dans la logique de tarification standard. Donc la plupart du temps, et ça a été le cas historiquement pour la chirurgie ambulatoire avait un tarif toujours beaucoup plus bas que celui de la chirurgie classique, avec notamment des tarifs qui étaient au tout début aux alentours de 50% du tarif classique. Donc cette question de la tarification avec une décote pour tout ce qui était acte un peu plus, enfin durée de séjour un peu plus court, cette tarification était clairement contre-incitative au développement de la chirurgie ambulatoire, puisque effectivement à chaque fois qu'il y avait un séjour de chirurgie ambulatoire, eh bien il y avait 50% du tarif de chirurgie classique. Alors dans ce cadre-là, en fait, avant qu'on commence l'étude, il y a eu en fait création en 2009 de groupes homogènes de malades spécifiques à l'ambulatoire qui ont été codés en J, ce qui n'existait pas avant, pour tout séjour comparable au niveau de sévérité 1. Donc ça a été la première étape, et un tarif identique a été mis en place, donc destiné à inciter au développement de la chirurgie ambulatoire, avec au départ un tarif identique pour 18 racines de GHM en 2009, 39 en 2012, et puis ça a été étendu jusqu'à 47 en 2013, au moment où on a publié l'étude. Alors, le principe du calcul d'un tarif identique, en fait, il repose sur un incitatif économique qui est théoriquement assez puissant, puisque normalement, quand on pratique la tarification à l'activité, on a un principe de base qui est celui appelé de la neutralité tarifaire. Donc, dans les travaux théoriques qui ont été à la base de la tarification à l'activité aux États-Unis puis en France, normalement, tout tarif doit refléter exactement le coût moyen du GHM considéré. Donc avec la tarification identique, en fait on déroge quelque peu à ce principe de base, puisque en fait si on a à la fois de la chirurgie ambulatoire et de la chirurgie classique, normalement comme la chirurgie ambulatoire est réputée moins coûteuse que la chirurgie classique, on devrait avoir un tarif plus faible pour la chirurgie ambulatoire et plus fort pour la chirurgie classique. Or, avec le tarif identique, en fait, ce qu'a fait la Direction générale de l'offre de soins, c'est qu'elle a positionné en fait le tarif identique à un niveau qui fait que finalement, on a une moyenne de coût qui est calculée entre la chirurgie ambulatoire et la chirurgie classique, et qui fait que cette moyenne, finalement, fait que le tarif de la chirurgie classique est au-dessous de son coût, alors que le tarif de la chirurgie ambulatoire est au-dessus. Autrement dit, l'idée de la tarification identique, c'est de créer un effet d'aubaine en faveur de la chirurgie ambulatoire et une sorte de pénalisation en défaveur de la chirurgie classique. Donc, par ce mécanisme de tarification identique, on déroge au principe de la neutralité tarifaire, qui est un des principes de base de la T2A, comme je vous l'ai dit, mais on crée une incitation économique à développer une nouvelle activité qui est la chirurgie ambulatoire.
Alors, l'intérêt, effectivement, c'est de progressivement amener les établissements à substituer la chirurgie ambulatoire à la chirurgie classique, sachant quand même que le tarif, en fait, est calculé comme une moyenne pondérée des parts de marché, entre guillemets, de la chirurgie ambulatoire et de la chirurgie classique. Donc, progressivement, au fur et à mesure que la chirurgie ambulatoire se développe, normalement, le tarif va se rapprocher de plus en plus du coût de la chirurgie ambulatoire, supprimant en fait en quelque sorte l'effet d'aubaine. Donc c'est un système assez puissant qui a été mis en place et qui théoriquement devait amener les établissements à supprimer de plus en plus la chirurgie classique, en tout cas pour ce qui est des séjours de niveau de sévérité 1 à durée de séjour relativement faible. Alors, il n'empêche que la HAS a formulé un certain nombre de critiques sur ce système, puisque d'abord on s'éloignait, alors ça, il n'y a pas que la DGOS qui a fait ça, et il y a l'IGAS également qui a pas mal critiqué et l'IGF qui ont critiqué ce principe, notamment en disant qu'on s'éloignait de la neutralité tarifaire, et donc le principe de l'échelle de coût et du coût par pathologie qui était à la base de la T2A était en quelque sorte bafoué. D'autre part, le calcul normalement devait réduire mécaniquement, conduit à réduire mécaniquement, je vous l'ai dit, le tarif quand la chirurgie ambulatoire se développe, ce qui fait qu'on est sur des tarifs flottants et donc ça peut avoir un manque de lisibilité à long terme, en tout cas à moyen et long terme pour les établissements, dans la mesure où en fait on s'attend à ce qu'au fur et à mesure que le système tourne, les tarifs se réduisent progressivement et deviennent proches du coût de la chirurgie ambulatoire. Autrement dit, c'est un système qui, du point de vue des investissements, pourrait consacrer un établissement à des nouvelles structures de chirurgie ambulatoire et finalement un peu paradoxal puisqu'on s'attend à avoir un incitatif fort au début mais ensuite à des tarifs qui diminuent. D'autre part, ce qui a été dit souvent, c'est que c'était une liste fermée de tarifs qui militait l'extension de sévérité, l'extension de la chirurgie ambulatoire à des niveaux de sévérité plus élevés, et donc il n'y avait pas d'encouragement aux pratiques innovantes de chirurgie ambulatoire. Alors cette critique a été relativement entendue puisque la DGOS a supprimé en 2014 les bords de base de durée moyenne de séjour pour la chirurgie ambulatoire. Et donc, finalement, il est possible aujourd'hui de pratiquer des actes de chirurgie ambulatoire avec tarif identique pour des actes plus complexes, plus sévères. Alors, d'autre part, ce qui a été dit beaucoup et qui a donné lieu à des réactions, notamment de la part de la HAS, c'est que finalement, c'était une méthode d'incitation relativement peu efficace, puisque c'est un système de tarification incitatif, mais que finalement, les établissements aujourd'hui restent sur un mode de gestion qui est exclusivement un mode de gestion à la recette. Donc en fait, les établissements cherchent de plus en plus à maximiser leurs recettes par GHM et finalement ne recherchent pas obligatoirement à développer la chirurgie ambulatoire, mais surtout à accroître leur nombre de séjours plutôt que de développer un mode d'organisation nouveau. Alors nous avons, en réponse à ce problème, développé un outil spécifique qui est un outil de microcosting qui est disponible pour toutes les unités de chirurgie ambulatoire et qui permet aujourd'hui aux unités de mesurer leurs coûts de production réellement. Parce que les coûts de production économiques ne sont pas les coûts de production comptables. Et donc l'idée c'était pour nous de montrer que finalement les établissements éventuellement pouvaient être gagnants ou perdants à la chirurgie ambulatoire, mais de ne pas le savoir d'emblée. C'est-à-dire que ce n'est pas le tarif qui vous dit que vous allez gagner de l'argent sur la chirurgie ambulatoire. Pour ça, il faut connaître vos coûts de production. Donc ça, cette question a été résolue en partie, mais pas complètement, puisque effectivement, certains établissements peuvent être perdants au développement de la chirurgie ambulatoire, rien que parce que leurs coûts de production sont trop élevés, et notamment parce qu'ils ont une file de patients qui est trop faible, par exemple. D'autre part, c'est une tarification qui est souvent au coût moyen, sans référence à la pratique efficiente. C'est-à-dire qu'on a postulé d'emblée que la chirurgie ambulatoire était plus efficiente, c'est-à-dire moins coûteuse et aussi ou plus efficace que la chirurgie classique, sans qu'il y ait vraiment d'évaluation de ce type-là. Donc finalement, on a pas mal critiqué cette question de ce point de vue-là.
Alors, autre critique importante, le rôle trop important qui était donné aux seules incitations tarifaires. C'est-à-dire que, en fait, dans les méthodes de tarification et d'incitation à la chirurgie ambulatoire, on n'avait rien de dit sur les coûts d'investissement, les coûts de reconversion des pôles, et donc tout ce qui est coût organisationnel pour les établissements était relativement peu traité. Et de même, les motivations intrinsèques des personnels à développer la chirurgie ambulatoire étaient également passées sous silence, avec notamment des questions de qualité de soins, d'apprentissage des bonnes pratiques, etc., qui étaient relativement peu traitées. Alors, ce développement, cette tarification, finalement, a abouti à des choses assez critiques de la part de la HAS, en faisant un certain nombre de recommandations que vous pourrez consulter dans le rapport qui a été publié, mais qui a finalement rendu nécessaire la combinaison de la tarification identique avec d'autres incitations tarifaires qui sont non tarifaires, ou plus ou moins tarifaires, qui sont effectivement la mise en place dans le SROS PRS 2011-2016 de la chirurgie ambulatoire classée comme priorité nationale pour accélérer le processus, et de même dans la contractualisation dans les CEPOM État-RS avec comme cible régionale, des cibles régionales au développement de la chirurgie ambulatoire, et également la mise sous accord préalable qui avait déjà été développée par l'assurance maladie, mais qui s'est étendue ensuite à de nouveaux actes, donc en fixant la chirurgie ambulatoire comme la référence à tout acte et à une demande d'accord préalable pour toute chirurgie qui ne serait pas de la chirurgie ambulatoire. Alors, si on regarde ce qui se passe à l'étranger, donc c'est la deuxième partie de mon intervention, en fait, à l'étranger, il y a deux grands modèles de tarification qui ont été mis en place et qui vont beaucoup plus loin que le système aujourd'hui encore assez frileux en France et assez finalement pas jugé complètement satisfaisant pour le développement de la chirurgie ambulatoire. Alors vous avez d'abord l'exemple qui est l'exemple anglais qui s'appelle le BPT, qui est le Best Practice Tariff. Donc l'idée des Anglais, qui sont toujours un peu en avance par rapport à la France sur pas mal de choses, et notamment sur la question de la tarification à l'activité, c'est que finalement le tarif au coût moyen de la chirurgie ambulatoire ou de la chirurgie classique n'encourage pas les pratiques les plus efficaces d'un point de vue clinique et économique. Et donc l'efficience, on n'a aucune garantie d'efficience en développant la chirurgie ambulatoire de la manière dont on le fait en tout cas aujourd'hui. Donc l'idée des Anglais, c'est d'essayer de développer des pratiques les plus efficientes, à la fois au niveau médical, c'est-à-dire que les techniques opératoires et anesthésiques d'une population cible. L'idée, c'est de diminuer les actes inutiles et redondants et d'avoir des référentiels de bonnes pratiques. De manière également à minimiser le temps d'attente des patients, permettre une bonne prise en charge et une satisfaction importante. Tout cela en essayant d'avoir une optimisation du processus productif, donc au niveau économique, des volumes, des taux d'utilisation de capacité importants, une limitation des actes inutiles et donc des coûts. Donc ce qu'ils ont mis en place, en fait, c'est une tarification dite à la meilleure pratique. Donc l'idée, c'est qu'on doit déterminer la meilleure pratique sur la base d'un consensus de pratique clinique. Et donc dans ce cadre-là, ils ont en fait déterminé pour la chirurgie ambulatoire l'utilisation des référentiels de bonnes pratiques cliniques qui étaient publiés par la British Association for Day Surgery, avec également une observation directe des ressources consommées et donc des entretiens avec les personnels permettant de retracer le processus de prise en charge et de le comparer à un processus qui est un processus recommandé, avec comme objectif de limiter les réhospitalisations, de limiter les examens redondants et inutiles et de déterminer des seuils d'activité. Alors, par rapport à cette bonne pratique, en fait, le tarif qui est appliqué pour la chirurgie ambulatoire, c'est un tarif qui correspond à la bonne pratique, la meilleure pratique, en fait, et non plus un tarif déterminé au coût moyen de ce qui est observé comme on le fait en France.
Donc si dans ce cadre-là, la pratique souhaitée est la chirurgie ambulatoire, la pratique jugée la plus efficiente d'un point de vue clinique, c'est la chirurgie ambulatoire, le tarif national de la chirurgie ambulatoire va être plus élevé que celui de la chirurgie classique. Autrement dit, les Anglais ont franchi un pas supplémentaire puisque pour eux, l'incitation tarifaire doit encourager à la suppression même de la pratique en chirurgie classique. Et donc dans ce cadre-là, il faut pratiquer un tarif plus faible pour la chirurgie classique et plus élevé pour la chirurgie ambulatoire. Sachant que donc eux sont renoncés à la tarification identique, mais cette fois-ci en accordant un bonus à la chirurgie ambulatoire. Alors le deuxième exemple, c'est le tarif à l'épisode de soins. Donc ça, c'est quelque chose qui a été développé aux États-Unis, donc qui s'appelle le Bundled Payment. Donc le tarif à l'épisode de soins repose sur le même principe que celui de la bonne pratique ou la prise en charge souhaitable en chirurgie. Et il est un petit peu différent parce que ce système de paiement à l'épisode de soins, il repose sur l'idée que finalement, en amont et en aval de la chirurgie, il se passe des choses. Et que notamment, il y a un certain nombre de patients qui sont pris en charge en ville, par exemple, avant la chirurgie, et qui seront pris en charge également en ville après la chirurgie. Donc l'idée ici, c'est de franchir un pas supplémentaire et d'accorder en fait un paiement unique pour tout l'épisode de soins de chirurgie, qui va du diagnostic jusqu'à l'acte de chirurgie, puis ensuite à la gestion éventuelle des réhospitalisations ou des actes après l'hospitalisation qui sont nécessaires. Donc l'idée, en fait, ici, des Américains, c'est d'éviter des risques de déport en amont et en aval qui feraient que finalement les établissements sont tentés de faire sortir prématurément les patients pour économiser un certain nombre de coûts et que finalement ces coûts se reportent en amont et en aval sur la médecine ambulatoire ou sur des réhospitalisations. Donc l'idée, c'est de créer un tarif qui couvre le risque moyen et une partie des complications évitables. Et là où les Américains sont allés assez loin, c'est qu'en fait l'idée, c'est que les offreurs doivent se partager ce tarif. C'est-à-dire qu'on imaginerait qu'en France, les offreurs doivent se partager à la fois le tarif, qu'il soit médecin ambulatoire, ou que ce soit en consultation externe à l'hôpital, ou que ce soit en consultation même de suivi après par le médecin généraliste. Et ensuite, donc, le payeur donne un package, un tarif unique en amont et en aval de la chirurgie. Et ensuite, les offreurs se le partagent. Alors, le tarif a été mis en place pour 14 procédures de chirurgie ambulatoire dans le cadre de 2 programmes expérimentaux qui sont étendus et notamment qui sont le programme Prometheus et le Gender Proven Care qui a étendu effectivement la chirurgie ambulatoire à la chirurgie ambulatoire ces process. Alors en résumé, si on veut regarder ce qui se passe au niveau des modèles modèles étrangers par rapport à ce qui se passe en France, eh bien, en France, en fait, on est resté relativement frileux sur la question des incitations tarifaires, dans la mesure où, en fait, on a poursuivi une réflexion sur le tarif identique, mais on n'a pas véritablement mis en place un système qui encourage de manière tarifaire à la suppression de la chirurgie classique lorsqu'elle n'était pas souhaitée. Et cette suppression devrait, en fait, reposer sur des tarifs plus élevés. Par contre, ce qui est clair aussi, c'est que dans les modèles étrangers sur la tarification, notamment la meilleure pratique et sur le paiement à l'épisode de soins, parfois il existe quand même des difficultés qui sont soulignées par les acteurs, notamment pour le système de paiement unique. Les Américains comme les Français rencontrent de fortes difficultés lorsqu'il s'agit de partager des recettes entre les différents offreurs. Et donc ça engendre des coûts de récupération de l'information, des coûts administratifs importants et des coûts de coordination des offreurs que les Américains ont du mal à résoudre malgré tout. Et on peut penser qu'en France, partager une rémunération globale avec un package global entre les établissements hospitaliers ou entre les différents intervenants, ce serait tout aussi compliqué.
Alors, juste pour terminer en conclusion, puisqu'on m'a demandé de faire une petite ouverture sur les transpositions en médecine ambulatoire, il est clair que la question de la médecine ambulatoire pose des problèmes complètement différents de ceux de la chirurgie ambulatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas, de mon point de vue, transposer tout ce qui a été la réflexion sur la tarification de la chirurgie ambulatoire à ce qui serait une tarification de la médecine ambulatoire. Dans la mesure où, d'une part, pour la médecine ambulatoire, les inducteurs de coûts, donc c'est des éléments qui sont à la source principale du coût, sont beaucoup moins concentrés qu'en chirurgie sur le début du séjour. On a effectivement, la plupart du temps, des actes qui sont réguliers et qui sont à pratiquer sur plusieurs jours et qui sont difficiles à concentrer. Par conséquent, la notion de médecine ambulatoire en soi pose déjà un certain nombre de problèmes au niveau de la pratique clinique, parce que donner à un patient son traitement sur un jour au lieu de les répartir sur 5 jours, alors qu'effectivement il ne peut pas tout absorber en un jour, c'est déjà une difficulté. D'autre part, il y a sans doute beaucoup plus d'hétérogénéité sur la population soignée en médecine qu'en chirurgie, notamment avec des situations personnelles, des situations des patients qui peuvent induire des coûts plus élevés dans certains cas, qui sont beaucoup moins flagrants en ce qui concerne la chirurgie, puisque l'acte chirurgical, en général, la spécificité du patient est relativement faible, en tout cas, elle a un relativement faible impact sur la durée de séjour. Là, on va avoir effectivement des variantes qui peuvent être très importantes pour les personnes âgées, pour les personnes isolées ou précaires, qui induisent en fait une disparité des populations avec des coûts par patient qui peuvent être beaucoup plus importants pour certains. Autre spécificité également, la médecine ambulatoire est déjà pratiquée en dehors de l'hôpital, ou dans l'hôpital, mais dans le cadre des consultations externes. Donc la question qui va se poser, c'est quelle est la substitution qui est souhaitée. Et finalement, souvent, ce qu'on dit, c'est que en fait, la tarification de la médecine ambulatoire, c'est pas véritablement transformer des séjours qui sont de la médecine en hospitalisation vers des séjours en J, mais c'est plutôt rassembler un certain nombre d'actes qu'on fait en consultation externe autour d'une même tarification, qui serait une tarification où finalement, au lieu de faire revenir plusieurs fois le patient en consultation externe, on aurait une tarification en fait, en quelque sorte, à un acte de médecine ambulatoire qui est fait à l'extérieur de l'hôpital, mais qui regroupe toutes ces consultations ou tous ces actes isolés. Donc finalement, on est sur une problématique qui est relativement différente, et même complètement différente, et qui pose des enjeux qui sont complètement opposés, en quelque sorte, en termes de modalités de réflexion économique, à ceux de la chirurgie ambulatoire. Et il y avait déjà relativement peu d'évidence en chirurgie ambulatoire sur la tarification. Là, au niveau de la médecine, c'est beaucoup plus compliqué. La littérature est beaucoup plus pauvre. Et donc, il y a assez peu d'évidence au niveau international sur ce que seraient les bons modèles de tarification pour la médecine ambulatoire. Et quand on la projette sur la question de la tarification en fonction des consultations externes, on se retrouve à des modèles de substitution entre entre secteur ambulatoire et secteur hospitalier. Voilà, je vous remercie et je répondrai bien volontiers à vos questions si vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions qui sont brûlantes et que l'on pourrait prendre tout de suite, ou est-ce que je passe tout de suite la parole à Nathalie qui va nous présenter justement l'évidence que nous avons pu obtenir sur la base des données françaises, et puis peut-être prendre les questions à la suite de ces deux présentations, si vous en étiez d'accord. Je pense que ce serait assez naturel. Merci d'être là. Bonjour à tous. Et donc, merci beaucoup de nous avoir invités pour présenter des travaux. Donc, je vais tout de suite être obligée de dire, Lise, et de m'excuser. Je ne vais pas vraiment vous présenter l'évidence sur ce qui se fait en France, parce que là, il s'agit vraiment de travaux en cours et qui sont encore très exploratoires. Mais voilà, pour nous, c'est d'autant plus intéressant d'avoir un échange avec vous et donc que vous nous fassiez part de vos réactions et de vos commentaires. Donc voilà, en quelques mots, pour repréciser donc d'où je pars. Donc Nathalie Fourcade, je suis sous-directrice santé à la direction de la recherche
des études de l'évaluation et de la statistique, qui est un service statistique ministériel donc du ministère de la Santé, et donc qui à ce titre est un organisme indépendant. Et je vais vous présenter des travaux qui ont été initiés à l'adresse par Nguini Yilmaz et Alexandre Cazenave-Lacroute, ici présent, sachant qu'Alexandre travaille désormais à l'INSEE, mais continue à travailler sur ces sujets. Et bon, c'est des travaux qu'on mène en partenariat avec Ospinomix, avec qui on a beaucoup d'associations. Donc voilà, je vais être très rapide en fait au début sur la chirurgie ambulatoire et le dispositif d'incitation tarifaire, parce que ça a déjà été largement évoqué, et puis je pense que vous connaissez déjà bien ces sujets. Donc la chirurgie ambulatoire, il y a une définition légale, ce sont les séjours en chirurgie d'une durée inférieure à 12 heures, donc sans hébergement. Donc on a déjà présenté la politique de développement de la chirurgie ambulatoire en France depuis une dizaine d'années. Et donc plusieurs leviers ont été mis en place pour développer cette chirurgie ambulatoire. D'abord la levée de contraintes réglementaires en 2003, des campagnes de sensibilisation de l'assurance maladie depuis 2001, donc l'application d'un tarif unique, séjour ambulatoire, séjour de faible gravité pour certaines pathologies. Et cette application d'un tarif unique a été appliquée en plusieurs vagues, et c'est ça qui va nous intéresser ici. Donc il y a une vague en 2007, 2009, 2012, 2013, et puis une généralisation en 2014. C'est-à-dire qu'en 2014, on a un tarif unique pour tous les groupes homogènes de malades qui ont à la fois une racine, qui ont à la fois un niveau en J, donc ambulatoire, et puis on a donc un tarif unique avec le niveau de sévérité 1, donc le plus bas. Dans le même temps, ça a déjà été évoqué, la mise sous accord préalable par l'assurance maladie des actes en hospitalisation complète, et puis des recommandations organisationnelles et des aides logicielles développées par la HAS et l'ANAP. Donc tout ça c'est très bien, mais pour l'évaluateur ça pose un problème. C'est qu'on a à la fois une situation où on avait un développement tendanciel de la chirurgie ambulatoire en lien avec, ça a déjà été évoqué, le progrès médical, le progrès technique, les demandes des patients, un souci d'optimiser les prises en charge, tout un tas de leviers qui ont été mis en place pour accompagner et approfondir ce mouvement. Et donc nous, en tant qu'économistes, on doit essayer d'isoler l'impact d'un de ces leviers qui est les incitations tarifaires. Donc voilà, c'est l'objectif de cette étude que je vais vous présenter. Donc là, je pense que c'est connu de tout le monde. Voilà, on a des racines de GHM qui sont associées à plusieurs niveaux de sévérité. Et donc l'incitation, voilà, en fonction du niveau de sévérité, évidemment, le coût des prises en charge est croissant et donc le tarif aussi. Et donc l'incitation tarifaire, c'est le tarif unique pour les prises en charge en ambulatoire et les prises en charge en hospitalisation complète pour les niveaux de sévérité les plus faibles, donc les niveaux 1. Donc si on revient là, voilà, sur ces différentes vagues d'incitation tarifaire, donc en 2007, on a eu 5 racines, comme je vous le disais. Donc la vague 2 en 2009, 19 racines. Donc en 2007, on avait déjà l'incitation a été appliquée pour des opérations qui rassemblaient déjà un grand nombre d'interventions de chirurgie ambulatoire. Et donc au fur et à mesure de la mise en place des nouvelles vagues jusqu'à la généralisation, on touche des actes qui sont moins fréquents que les premiers. Donc la question qu'on se pose ici, et ce qu'on cherche à évaluer, c'est l'efficacité de cette politique d'incitation tarifaire. On a vu, leur objectif, c'était de générer de la substitution de la chirurgie en hospitalisation complète vers la chirurgie en ambulatoire. Donc la question, c'est est-ce que ces politiques d'incitation tarifaire ont été efficaces ? Donc on aimerait bien avoir des vraies expériences randomisées, c'est-à-dire pouvoir analyser de façon très pure l'effet toutes choses égales par ailleurs de ces incitations tarifaires. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est pas possible. Donc on va essayer de tirer parti d'expériences naturelles, c'est-à-dire essayer de...
on a des racines donc de GHM qui ont bénéficié de l'incitation tarifaire et des racines qui n'en ont pas bénéficié, parce que toutes les racines n'en ont pas bénéficié en même temps. Et donc les racines qui en ont bénéficié, on va appeler ça le groupe traité. Les racines qui n'en ont pas bénéficié, on va appeler ça le groupe de contrôle. Et on va voir dans quelle mesure les racines qui ont bénéficié plus tardivement d'une incitation tarifaire peuvent servir de ce qu'on appelle un contrefactuel. C'est-à-dire, on regarde dans quelle mesure l'évolution du taux de chirurgie ambulatoire pour les racines qui n'ont pas bénéficié de l'incitation tarifaire peut être représentative de ce qu'aurait été l'évolution de la chirurgie ambulatoire pour les racines qui ont bénéficié de l'incitation. Voilà, donc c'est une méthode qu'on appelle, très courante en économie, qu'on appelle de différence de différence. Alors tout le problème réside dans la valeur en fait de ce groupe de contrôle. Est-ce que les évolutions des racines qui n'ont pas bénéficié de l'incitation tarifaire est vraiment représentative de ce qu'aurait été l'évolution des racines qui en ont bénéficié si elles n'en avaient pas bénéficié? Alors la réponse est bien sûr non, parce que le choix des racines ayant bénéficié des premières vagues d'incitation tarifaire n'a pas été fait au hasard. Donc c'est là qu'on s'écarte en fait d'une expérience aléatoire. Là, je vous montre sur ce graphique. Donc vous avez en haut, tout en haut, la vague 1 qui a été donc le graphique montre les taux de chirurgie d'ambulatoire pour chaque vague d'incitation tarifaire. Et donc en haut, vous avez la vague 1 qui a été incitée en 2007, donc en bleu, et en rouge au-dessous la vague 2 incitée à la vague suivante, et ainsi de suite. Et on voit qu'en fait les racines qui ont fait l'objet des incitations les plus précoces sont les racines pour lesquelles le potentiel de chirurgie ambulatoire était le plus élevé, mais de fait, ce potentiel étant élevé, ce sont les racines pour lesquelles le taux de chirurgie ambulatoire était déjà le plus élevé au moment de la mise en place des incitations. Donc c'est difficile de savoir du coup le sens des biais que ceci introduit, parce qu'on peut dire, si on choisit au départ les racines, les GHM dont le potentiel de chirurgie ambulatoire est le plus élevé, ce sont celles dont le potentiel de chirurgie ambulatoire est potentiellement le plus dynamique, est amené à se développer le plus, mais à contrario, peut-être ce potentiel est déjà en partie épuisé au moment où on place les incitations. Donc comment essayer de construire un contrefactuel convenable? Donc une méthode sur laquelle on travaille en s'inspirant d'un article d'Allen, Fischera et Sutton, donc un article sur données américaines, sur la même sur la même problématique, excusez-moi. On essaye donc de construire des groupes homogènes de malades semblables alors on prend les groupes homogènes de malades qui ont bénéficié de l'incitation, et on essaye de construire des groupes homogènes de malades semblables, mais qui n'ont pas bénéficié de l'incitation. Et pour ça, on utilise des potentiels de chirurgie ambulatoire qui ont été calculés par les sociétés savantes dans un travail qui a été mené sur l'égide de la DGOS. Et donc, on essaye de comparer l'évolution de taux de chirurgie ambulatoire pour les groupes homogènes de malades qui ont bénéficié de l'incitation à l'évolution du taux de chirurgie ambulatoire pour des groupes homogènes de malades qui n'ont pas bénéficié de l'incitation, mais dont le taux de potentiel de chirurgie ambulatoire est comparable. Donc voilà, donc ça c'est un gros travail en fait de construction de ces groupes homogènes de malades comparables, et c'est un travail qui est en cours. Donc voilà, je vous présente des premiers résultats, mais c'est vraiment très très exploratoire. Donc voilà, pour chaque racine incitée, on a trouvé un contrefactuel plus ou moins crédible. Donc là, par exemple, vous avez les interventions primaires sur l'iris. Et donc voilà, donc en bleu, c'est les interventions primaires sur l'iris, et en rouge, c'est le contrefactuel qu'on a construit. Donc il y a voilà, là je vous ai donné deux exemples de prise en charge pour lesquels on a l'impression. Donc là vous avez l'évolution au cours du temps du taux de chirurgie ambulatoire, et puis le trait vertical représente la date de mise en place des incitations. Donc là je vous ai donné deux exemples où on a une augmentation du taux de chirurgie ambulatoire, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait un effet
de l'incitation. On a aussi des exemples qui marchent. Donc là, des cas où, vous voyez, on a une forte accélération, par exemple pour les rhinoplasties, forte augmentation du taux de chirurgie ambulatoire au moment de la mise en place des incitations, une augmentation qu'on ne trouve pas dans le groupe contrefactuel. C'est la même chose pour les cholécystectomies. Voilà. Donc, en conclusion, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'on a quand même une augmentation globale du taux d'ambulatoire très très rapide au cours des années récentes, et notamment pour tous les groupes homogènes de malades qui ont fait l'objet d'incitation. Donc dans la littérature, mais ça a déjà été évoqué précédemment, il y a plusieurs études qui ont été menées, notamment une étude IGAS-IGF qui a été publiée en 2014 et qui mettait en évidence des effets hétérogènes des incitations tarifaires mises en place, hétérogènes suivant le type de pathologie et de prise en charge, mais qui considérait néanmoins que les incitations tarifaires constituent un signal positif pour les établissements qui servaient à signaler en fait le fait que le développement de la chirurgie ambulatoire était une priorité de politique publique et était utile en ce sens-là. Il y avait aussi une étude plus qualitative de Roland Cash publiée en 2011 qui montrait que les incitations étaient très peu connues à l'époque des professionnels, mais ça a sûrement évolué depuis. Donc, comme je l'ai dit, ces travaux en cours qui sont encore à affiner, notamment dans la construction des contrefactuels. Mais ce qu'on montre jusqu'à présent, c'est que l'incitation a un effet globalement positif, mais hétérogène. C'est-à-dire, dans certains cas, on n'observe pas d'effet, et dans certains cas, on a vraiment l'impression qu'il y a un effet positif. Voilà, donc il nous reste encore beaucoup de choses à traiter, notamment mettre en lien, quand on voit un impact positif, est-ce que c'est dû au fait que l'incitation tarifaire est supérieure pour ce groupe homogène de malades? Est-ce que plus l'incitation tarifaire est forte, plus l'effet est positif? Mettre ça en lien avec aussi les innovations technologiques différentes qui ont eu lieu au cours de la période en fonction du type de prise en charge. Voir le lien aussi avec la mise sous en temps préalable et distinguer le secteur public, secteur privé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Nathalie d'avoir tenu parfaitement les 15 minutes et puis surtout d'avoir été aussi pédagogue sur des sujets qui sont compliqués. Je pense que ce qui est intéressant dans l'échange, c'est bien évidemment à la fois la présentation par Isabelle de tout un ensemble de résultats qui apparaissent dans la littérature, d'un point de vue un peu théorique, et puis pour les exemples étrangers, des validations qu'on a pu obtenir effectivement d'un certain nombre d'effets. Et puis, le travail que mène Nathalie dans son département avec Aileen et Alexandre, et qui nous montre la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire que c'est arriver à avoir effectivement des résultats robustes, concluants, alors même qu'il y a tant de choses qui se passent en même temps, et que l'on cherche à isoler un seul effet. C'est un exercice qui est vraiment compliqué et je pense que tu l'as très bien illustré. Je pense que ce qui est vraiment très, très intéressant aussi dans l'approche qu'elle est là, si je peux me permettre, c'est qu'à la différence de travaux précédents qui prenaient un seul GHM et qui disaient ça marche pas, là on est sur l'ensemble des GHM et on cherche à avoir une vision globale et donc c'est beaucoup plus difficile, bien évidemment, et d'où la nécessité de construire ces contrefactuels. Et alors l'objectif de ces rencontres, c'est aussi de faire en sorte qu'on puisse échanger avec des cliniciens qui sont justement sur des méthodes donc avec expérimentation, avec randomisation, c'est l'objet de la présentation que vous allez faire, et pour au moins un des GHM, on peut avoir cette randomisation qui nous permet de contrôler un certain nombre des autres facteurs qui sont si difficiles à contrôler quand on est sur l'ensemble. Et je pense que c'est aussi l'idée de peut-être travailler de manière beaucoup plus intégrée, par exemple pour la construction des contrefactuels. Je pense que l'idée de travailler avec les cliniciens qui sont pour certains dans la salle sur certains des sujets, c'est aussi, me semble-t-il, un des objectifs de ces rencontres de ce soir. Donc je vais passer la parole à Catherine de façon à ce que tu puisses justement nous dire comment on travaille quand on est sur, pour le coup, un seul GHM et que l'on peut être dans une logique
d'expérimentation avec modélisation, ce qui change quand même beaucoup de choses, sur un projet qu'on a obtenu ensemble, et c'est un vrai bonheur, dans le cadre du PRMUK pour 2015. Et je pense que c'est important pour nous aussi d'illustrer non seulement le travail qui est fait par les chercheurs au-delà des recommandations d'une instance comme la Haute Autorité de Santé pour voir si effectivement dans la vraie vie ça se passe comme on le pense, mais aussi de présenter de manière un peu systématique certains des travaux qu'on mène en commun. Catherine, je te passe la parole.